Avant de nous plonger dans l'histoire sombre de Château de Guise, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Chaque semaine, nous vous proposons des récits captivants, des mystères fascinants et des expériences qui vous tiendront en haleine du début à la fin. En vous abonnant, vous êtes sûr de ne manquer aucun de ces incroyables voyages littéraires. Préparez-vous à un périple unique où passé et futur s'entremêlent de façon inattendue. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Maintenant, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les secrets du château de Guise. L'imposant et silencieux château de Guise se dressait sur le ciel gris de France, ses tours gothiques et ses murs de pierre marqués par le temps comme les cicatrices d'un passé que beaucoup ont tenté d'oublier. Pendant des siècles, cette demeure avait été l'épicentre d'histoires de pouvoir, de trahison et d'un déclin silencieux qui s'était tissé entre ces couloirs telle une toile invisible. En ces premiers jours de printemps, le soleil encore timide filtrait sa lumière sur le jardin abandonné qui, jadis, avait été le théâtre des fastueuses célébrations de l'aristocratie française. Aujourd'hui, le silence semblait régner, seulement troublé par le murmure du vent dans les arbres, comme gardien des secrets d'une époque révolue. Là, isolé du monde moderne, vivait un homme, Charles Durand. Un homme ordinaire, sans aucun lien de sang avec la vieille noblesse locale, mais dont la vie semblait intimement liée au destin du château. Charles avait hérité du château de Guise après la mort mystérieuse de son grand-oncle, qui y avait vécu reclus pendant des décennies. Au début, l'idée d'habiter un lieu aussi grandiose et chargé d'histoire lui paraissait un privilège. Mais il allait bientôt comprendre que le château avait sa propre volonté, et une volonté loin d'être douce. Le premier signe que quelque chose clochait apparut dès sa deuxième nuit. Au cours d'un simple dîner, un courant d'air étrange traversa la salle à manger, éteignant toutes les bougies d'un coup. Il regarda autour de lui, mais ne trouva aucune explication à ce phénomène. Des ombres dansaient sur les murs, formant des figures dont il était certain qu'elles n'avaient jamais été là auparavant. Il tenta d'en rire, attribuant tout cela à la peur de l'inconnu et à la solitude de ce lieu immense et obscur. Mais ce sentiment d'être observé ne le quittait pas. Dans sa quête de réponse, Charles découvrit de vieux documents concernant le château de Guise, écrits d'une écriture presque illisible, qui évoquait des disparitions et des événements inexpliqués. Le manoir, d'après ses récits, avait été le théâtre d'intenses querelles familiales, où des vies avaient été fauchées au nom du pouvoir. Nombre d'anciens résidents avaient disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que rumeurs et légendes. Plus Charles approfondissait ses recherches dans ses archives, plus il remarqua quelque chose d'inquiétant. Le château semblait posséder sa propre histoire, un récit qui se répétait cycliquement, faisant ressurgir les mêmes conflits et les mêmes tragédies. Chaque jour, il ressentait une pression croissante pour découvrir la vérité, comme si le manoir lui-même cherchait à le guider vers une fin inéluctable. Contemplant le vaste hall du manoir, Charles eut l'impression d'être pris au piège entre le passé et le présent. Les murs de pierre, qui lui avaient paru si impassibles, semblaient se transformer, prenant vie. Chaque pas résonnait dans les vastes pièces, et il ne pouvait s'empêcher de remarquer les subtils changements qui s'opéraient autour de lui. Le décor, qui lui avait paru immuable, se métamorphosait sans cesse, presque imperceptiblement. Il savait que quelque chose allait se produire. Quelque chose qui lierait le destin du manoir au sien, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Charles Durand commença à se rendre compte que sa présence au château de Guise influençait d'une certaine manière la demeure, comme si celle-ci réagissait à son arrivée. L'endroit recelait une histoire bien plus riche qu'il ne l'avait jamais imaginée, et plus il enquêtait sur ses anciens habitants, plus il s'enfonçait dans l'abîme que représentait ce lieu. Un sombre héritage d'une noblesse décadente, dont les secrets avaient été soigneusement enfouis au fil des siècles. Le manoir, avec son imposante architecture gothique, semblait à la fois un monument à la grandeur du passé et une prison. Trop vaste pour être habité par une seule personne,
Sa présence paraissait pourtant contraindre Charles à y rester, comme si le château lui-même s'emparait de son esprit. Les documents historiques qu'il découvrit mentionnaient la famille Guise, une lignée qui, à l'apogée de sa richesse, contrôlait de vastes domaines en Champagne. Cependant, l'histoire de cette famille fut marquée par des tragédies et des conflits dont beaucoup étaient liés au château lui-même. Le dernier membre de la lignée à y avoir vécu, son grand-oncle, était un personnage solitaire et énigmatique dont les excentricités le tenaient à l'écart du monde. On disait qu'il s'était retiré du monde pour étudier le passé du château, mais nul ne savait exactement ce qu'il avait découvert. Les rares personnes qui osaient l'interroger à ce sujet parlaient d'une obsession grandissante pour les ombres qui hantèrent le château et les échos du passé, sans jamais préciser de quoi il s'agissait. Tandis que Charles arpentait les longs couloirs déserts, il commença à entendre parler de ces ombres et de ces échos par Margot, sa plus proche amie en ville. Historienne locale, elle était l'une des rares personnes disposées à l'aider à mieux comprendre ce qui se passait au château. Elle lui révéla que l'histoire du lieu était directement liée aux événements tumultueux de la Révolution française, durant laquelle de nombreux nobles furent déposés et persécutés. La famille Guise n'avait pas fait exception. La rumeur courait que des membres de la lignée avaient été assassinés et que leurs corps n'avaient jamais été retrouvés. Margot était convaincue que le manoir abritait non seulement les dépouilles matérielles, mais aussi les fantômes de ces vies perdues. Charles se souvenait d'une conversation précise avec elle, dans un café près du marché central, où elle lui avait expliqué, d'un ton grave, que certains lieux, comme le château, avaient le pouvoir d'absorber les émotions intenses de leurs habitants au fil du temps. Le manoir était donc plus qu'un simple bâtiment, c'était une capsule d'émotions, une prison de traumatismes passés où tout ce qui s'était passé entre ces murs résonnait encore dans le présent. Le problème était que les anciens habitants du manoir semblaient être restés prisonniers de ce cycle de souffrance et de désespoir. Et, pour Charles, la question primordiale était-il destiné à être le prochain? Ce soir-là, après sa rencontre avec Margot, Charles s'assit à une table de sa vieille bibliothèque. Les étagères, croulant sous les livres poussiéreux, se dressaient autour de lui, imposantes, comme si elles attendaient d'être dévoilées. Il prit l'un des plus anciens volumes, dont les pages jaunies semblaient presque fragiles au toucher, et commença à lire. Le livre racontait l'histoire de la famille Guise et mentionnait une légende, une malédiction qui s'abattit sur les héritiers du manoir, les forçant à revivre les mêmes erreurs, les mêmes tragédies, de génération en génération. Mais ce qui le troublait véritablement, c'était le fait que lui, un homme totalement étranger à la noble histoire de sa famille, semblait se sentir inexplicablement lié au manoir. Des échos du passé semblaient résonner directement avec ses propres peurs et ses propres insécurités. Il ne savait pas s'il se faisait des idées, mais il sentait une présence, tapie dans les murs de pierre, qui l'observait. Quelque chose qui voulait qu'il découvre la vérité, mais qui, peut-être, ne souhaitait pas qu'il vive pour la révéler. Alors que la nuit avançait et que le vent hurlait par la fenêtre ouverte, Charles commença à comprendre que son séjour au château de Guise ne se résumerait pas à un simple héritage ou à une curiosité personnelle. La demeure dévoilait ses aspects les plus sombres d'une manière bien plus viscérale qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le claquement de la porte derrière lui sembla être le seul écho dans le silence du manoir. Charles resta immobile, le regard perdu dans l'escalier qui s'élevait devant lui. Il y avait quelque chose d'étrange cette nuit-là. Il le savait. Quelque chose changeait au château de Guise, et il commençait à se demander si c'était lui qui changeait, ou si le lieu, chargé d'histoire et de tragédie, était en train de le consumer lentement. Nuit après nuit au château, il se sentait de plus en plus absorbé par sa propre histoire. Les murs, jadis impassibles et froids, vibraient désormais d'une vie propre, comme au rythme d'un secret ancestral qui attendait qu'il le découvre.
Les courants d'air n'étaient plus une simple distraction, ils étaient devenus une présence constante, telle une main invisible caressant doucement son dos. C'est par une nuit particulièrement sombre que Charles rencontra le premier d'une longue série d'obstacles. À l'étage du manoir, une vieille pièce qu'il n'avait jamais remarquée auparavant lui fut enfin accessible grâce à une clé trouvée cachée dans un tiroir du bureau de son grand-oncle. La porte, qui semblait n'avoir jamais été ouverte, grinça sinistrement lorsqu'il la força. La pièce était abandonnée, mais étrangement méticuleusement rangée. Pas de poussière, aucun signe de délabrement. Tout était dans un état de conservation quasi parfait, comme si le temps s'était arrêté en ce lieu. Sur la table de chevet, une lettre avait été laissée. L'écriture était familière. Il appartenait à mon grand-oncle. C'était le cas, mais ce n'était pas daté. Charles eut un frisson en réalisant que l'écriture de cet homme, qu'il connaissait si peu, ressemblait davantage à une confession qu'à une simple correspondance. Si vous avez trouvé cette lettre, le pire est déjà arrivé. Le manoir ne se contente pas de votre présence. Il vous veut pour lui seul. Ne tombez pas dans ses pièges. Votre histoire est liée à la sienne. Vous serez forcé de répéter les mêmes erreurs, les mêmes choix. Essayez de vous échapper tant qu'il est encore temps. La peur parcourut l'échine de Charles. Comment son grand-oncle le savait-il? Comment avait-il pu pressentir ce cauchemar? Mais le sentiment d'être observé, de ne pas être seul, l'aida à ravaler sa peur et à avancer. La lettre, cependant, n'était pas seule. À côté se trouvait un vieux portrait de la famille Guise, datant de plusieurs siècles, où tous les membres semblaient le fixer droit dans les yeux, le regard fixe et pénétrant, comme s'il connaissait de son destin, avant même son arrivée. La découverte du portrait et de la lettre n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, Charles commença à comprendre que le château de Guise ne se contentait pas de le manipuler, mais affectait aussi son entourage. Son amitié avec Margot, qui lui avait paru si solide, commença à se détériorer. Elle devenait de plus en plus distante et inquiète sans pouvoir l'expliquer. À chacune de leurs rencontres, il sentait qu'elle était elle aussi accablée par le même poids sombre qui pesait désormais sur lui. Ses paroles, jadis assurées, devinrent évasives et ses visites plus courtes. Par un après-midi brumeux, alors que Charles errait dans le jardin délabré du manoir, il trouva Margot dans une des vieilles dépendances, debout devant un miroir brisé. Elle ne sembla pas remarquer sa présence jusqu'à ce qu'il l'appelle. Lorsqu'elle se retourna, son visage exprima une terreur absolue. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux plus y retourner, Charles. Je ne peux plus continuer. » Elle se regarda dans le miroir et un instant, Charles eut l'impression qu'elle voyait quelque chose au-delà de son propre reflet. Quelque chose qui la consumait. Il tenta de lui demander ce qu'elle voyait, mais les mots lui manquèrent. Elle secoua simplement la tête et s'enfuit, disparaissant par la porte du jardin, le laissant seul, une fois de plus, face à la puissance inconnue du manoir. Charles savait que Margot cachait quelque chose, mais ce qu'elle ignorait, ou qu'elle n'osait peut-être pas affronter, c'est que le château absorbait la force vitale de ceux qui l'entouraient. Telle une machine à tuer invisible, le manoir exploitait les peurs, les sentiments et les insécurités de ses habitants pour les piéger dans un cycle infernal de souffrance. Chaque pas que Charles faisait semblait renforcer son lien avec le château de Guise. Il commençait à comprendre que ce que son grand-oncle avait mentionné dans la lettre n'était pas qu'un avertissement. C'était le destin. Il devenait un élément d'une histoire bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Et le château, plus que jamais, était déterminé à le voir accomplir son rôle. À mesure que le mystère du château de Guise s'épaississait, Charles commença à comprendre que l'énigme du manoir était bien plus intimement liée à sa propre vie qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'atmosphère y devenait de plus en plus pesante, et il ne pouvait échapper au poids des ombres qui le suivaient désormais dans chaque couloir, chaque pièce, à chaque pas. Entre-temps, sa relation avec Margot semblait se détériorer de jour en jour. Elle évitait ses appels, et lorsqu'ils se voyaient, leur conversation devenait de plus en plus brève et désintéressée. La jeune historienne,
qui avait d'abord été sa plus proche alliée, semblait désormais rongée par un mystère qu'elle-même refusait d'affronter. Charles se souvenait de leur première rencontre, lorsqu'elle lui avait conté l'histoire du château et la puissance des anciennes familles nobles de France. Ses yeux pétillaient alors, et elle racontait son histoire avec passion. Mais à présent, chaque fois qu'elle prononçait le nom du lieu, sa voix était grave, comme si chaque mot était chargé d'une douleur profonde et irréparable. Lors d'une de leurs confrontations les plus tendues, elle lui révéla enfin ce qui l'avait le plus bouleversé jusqu'alors. « Tu ne comprends pas, Charles. La malédiction du château de Guise n'est pas quelque chose que l'on peut simplement résoudre. Il ne s'agit pas de comprendre ou de deviner ce qui s'est passé. C'est quelque chose de bien plus complexe, de bien plus viscéral. » Elle, qui jusque-là semblait maîtriser ses connaissances, était désormais manifestement déconnectée de toute rationalité. Sa voix était brisée, ses mains tremblaient. Elle évoquait une légende obscure, une histoire qu'on ne trouvait pas dans les livres d'histoire, mais qui se transmettait de bouche à oreille parmi les habitants. D'après Margot, certains croyaient que la véritable malédiction du château résidait non seulement dans les actes terribles de ses anciens propriétaires, mais aussi dans la façon dont les ombres de son histoire planaient sur la vie de ceux qui osaient y habiter. Et c'est précisément ce qui arrivait à Charles. Non seulement il sentait la présence des anciens habitants, mais il commençait à voir leurs silhouettes se refléter dans les fenêtres ou au loin. Comme si les âmes prisonnières du manoir, condamnées à revivre leurs pires moments, cherchaient de nouveaux corps à consumer. Le sentiment était indescriptible. Charles avait l'impression que, chaque jour, il devenait l'une de ces ombres, se confondant de plus en plus avec ces figures qui hantaient les couloirs du château. Tandis qu'il tentait de comprendre ce qui arrivait à Margot, le château lui-même commença à révéler de nouvelles facettes de sa malédiction. Une nuit, errant dans les couloirs obscurs, Charles fut attiré par une série de portes secrètes qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Ces portes menaient à des parties du manoir qui semblaient avoir été oubliées ou peut-être tenues à l'écart de l'histoire officielle. L'une de ces pièces était remplie de boîtes et de meubles poussiéreux, de vieux vêtements et d'objets d'un passé lointain, intacts depuis des générations. C'est là que Charles fit une autre découverte qui changea le cours de son enquête. Un vieux journal intime ayant appartenu à sa grand-tante, qui évoquait une relation tumultueuse avec le patriarche de la famille de Guise. Mais ce qui le choqua véritablement, c'était le fait qu'elle décrivait le château lui-même comme un être vivant, doté de ses propres désirs et capable de manipuler les événements de façon quasi surnaturelle. Elle parlait d'un ton presque délirant, de la façon dont le manoir contraignait ceux qui habitaient ses murs à répéter les mêmes erreurs, comme si le temps n'était pas une ligne droite, mais un cycle gravitant autour d'un point central, le château de Guise. Le lien entre le passé et le présent devint encore plus évident lorsqu'il découvrit, dans la même pièce, de vieilles photos de sa famille, dont certaines que son grand-oncle avait conservées secrètement. Mais ces photos avaient quelque chose de différent. Les personnes qui y figuraient le regardaient, non pas comme de simples spectateurs, mais avec une familiarité troublante. C'était comme si les morts reconnaissaient en lui un lien profond, un lien qui traversait le temps et qui le ramenait désormais au cœur de l'histoire qu'il tentait de comprendre. À mesure qu'il approfondissait ses recherches, une nouvelle complexité se révélait. Un nouveau personnage, un lointain descendant de la famille Guise, fit son apparition en ville. René Dubois, historien réputé pour ses travaux sur la Révolution française, chercha à rencontrer Charles pour discuter des propriétés du manoir. Mais il devint vite évident que René avait ses propres motivations. Il recherchait un artefact perdu au sein du château, persuadé qu'il détenait la clé permettant de libérer le véritable pouvoir de la malédiction. Charles ignorait si René était un allié ou un ennemi, mais la façon dont il parlait du lieu, avec une fascination sombre et presque révérencieuse, lui inspirait une profonde inquiétude. Alors que la tension montait, Charles se sentait de plus en plus isolé. Margot, visiblement paniquée, évitait désormais même de regarder le château. René, quant à lui, semblait trop absorbé par le mystère pour percevoir les dangers qui l'entouraient.
Et comme si cela ne suffisait pas, Charles commença à comprendre qu'il ne pouvait échapper à ce qu'il avait entrepris d'explorer. Le château, il le savait maintenant, exerçait une emprise sur tous ceux qui l'entouraient, et cette force se rapprochait inexorablement. Le vent mordant et l'épais brouillard qui enveloppait le château de Guise semblaient annoncer le pire. Chaque jour, le manoir devenait plus étouffant, ses couloirs et ses pièces sinueux formant un labyrinthe de sensations désagréables. Charles ne savait plus où s'arrêtait la réalité et où commençait la folie. La présence des ombres, des âmes prisonnières, était devenue une constante dans sa vie. Malgré tous ses efforts pour s'en éloigner, elles étaient toujours là, chuchotant, observant, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un. C'est au cours d'une nuit particulièrement angoissante que la vérité se révéla enfin, aussi brutalement qu'une lame tranchante. Charles s'éveilla en pleine nuit, en sueur, au son de coups étranges provenant de l'étage. Il se leva d'un bond, ses pas résonnant dans le couloir désert, tandis qu'il se dirigeait vers la source du bruit. Son cœur battait la chamade, mais il ne savait plus si sa peur venait du manoir ou de lui-même, de quelque chose qu'il commençait à soupçonner, mais qu'il refusait de croire. Arrivé en haut des escaliers, le bruit cessa brusquement. Un silence absolu régnait dans la pièce, mais une force irrésistible l'attira vers l'une des portes les plus éloignées de l'aile nord, une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. La porte était entr'ouverte et il ressentit une vague de chaleur intense, chose qui semblait irréelle dans ce lieu glacial. Partagé entre curiosité et appréhension, il poussa la porte et entra. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. La pièce était remplie de miroirs, chacun reflétant une version déformée et fragmentée de l'image de Charles. Il y voyait sa propre silhouette, mais avec des yeux sombres et vides, comme le reflet d'une part perdue en lui. Au centre de la pièce, une table était recouverte d'objets anciens et de symboles étranges, mais ce qui attira son attention, c'était un petit carnet noir, ouvert sur la table. Il ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose en lui l'attirait d'une manière irrationnelle. Lorsqu'il commença à lire les pages jaunies, la vérité lui apparut crue et brutale. Le carnet appartenait à son grand-oncle. Cependant, son contenu n'était pas un simple journal intime. C'était la description détaillée d'expériences menées au sein du château, pour tenter de briser la barrière entre le monde des vivants et celui des morts. Obsédé par une quête impossible, le grand-oncle avait essayé d'invoquer les esprits de la famille Guise, persuadé qu'il possédait un pouvoir ancestral, un pouvoir dont il pourrait se servir pour contrôler le destin du manoir et de ses héritiers. Mais l'expérience a terriblement mal tourné. Ce qu'il a invoqué, ce ne sont pas les esprits des générations passées, mais entités qui hantaient le manoir depuis des siècles. Des esprits torturés, des âmes errantes, condamnées à errer entre les murs du château. Le journal racontait que ces entités se nourrissaient désormais de l'essence de quiconque osait pénétrer dans le manoir, le forçant à revivre sans cesse ses tragédies, ses échecs, sa mort. Et Charles était l'élu, il avait hérité du château de Guise. C'était uniquement parce qu'il détenait, sans le savoir, la clé du cycle de souffrance et de mort que le lieu alimentait. La malédiction était liée à sa lignée. Il était voué à répéter les erreurs de ses ancêtres, à être consumé par la même soif insatiable qui avait anéanti la famille de Guise avant lui. Ce qui semblait être une quête de réponse s'avéra être une impasse. Il comprit qu'il ne cherchait pas seulement à comprendre le passé du manoir. Il tentait, en réalité, d'échapper à un destin qui lui était réservé depuis sa naissance. Le château de Guise n'était pas un simple lieu abandonné, oublié de l'histoire. C'était un point de convergence, là où le temps, la douleur et les ombres du passé convergeaient, créant un cycle de souffrance sans fin. Et ce cycle l'incluait désormais. Avant qu'il puisse réagir, une silhouette apparut sur le seuil, Margot. Elle était pâle, les yeux grands ouverts, comme si elle luttait contre la montre. Mais son expression laissait deviner qu'elle n'était pas là pour l'aider. Elle aussi, comme lui, était désormais liée à jamais au manoir. Tu le savais, n'est-ce pas? Tu savais ce que cela signifiait. Le château,
Il nous a choisis, Charles. Nous sommes piégés ici. » Sa voix était vide, comme si elle évoquait un destin déjà scellé pour eux deux. Charles eut envie de crier, de lui demander pourquoi elle ne lui avait rien dit plus tôt. Mais la vérité était là, limpide comme la lumière qui commençait à filtrer par les fenêtres de la chambre. Margot, comme lui, était liée au château de Guise. Peut-être avait-elle tenté de résister, mais à présent, elle ressemblait davantage à une prisonnière qu'à une alliée. Avant qu'il n'ait pu ajouter un mot, le sol se mit à trembler légèrement, comme si le manoir lui-même se préparait à la prochaine secousse. Charles sentit l'air s'épaissir, comme aspiré vers le bas, au cœur d'une réalité qu'il ne pouvait plus fuir. La vérité, cruelle et implacable, avait été révélée. Désormais, il ne lui restait plus qu'à l'affronter. Le vent hurlait à travers les fissures du château de Guise, comme si le château lui-même tentait d'engloutir le peu d'espoir qui subsistait. Charles se tenait au centre de la pièce, le carnet contenant la révélation dévastatrice entre ses mains. La confession de son grand-oncle était sans équivoque. Lui, Charles, avait été choisi par le manoir, lié à son destin d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais le poids de la vérité l'écrasait, et il sentait les murs du château se refermer sur lui, lentement, tel un monstre affamé guettant sa proie. Margot restait immobile à ses côtés, les yeux rivés sur la page ouverte du journal. La tristesse et la peur qui se lisaient sur son visage étaient palpables. Elle savait ce que signifiait le destin de Charles, et peut-être avait-elle attendu le moment propice pour révéler la vérité, mais maintenant que le masque était tombé, elle ne pouvait plus dissimuler son impuissance. Je le savais, Charles, mais je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais pas si tu pourrais le supporter. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tout cela est un piège. Le château veut quelque chose de nous. Ce n'est pas seulement le passé, c'est nous. Les paroles de Margot fendirent l'air, et Charles sentit le poids de la réalité s'abattre sur ses épaules. Il ne savait plus s'il était plus indigné ou désespéré. La colère se mêla à la peur, comme si toutes deux cherchaient une issue au labyrinthe de mensonges et de malédictions qui s'y entremêlaient. Mais avant qu'il puisse répondre, un fracas assourdissant retentit en bas, suivi du bruit de verres brisés. Les fenêtres tremblèrent, et le sol sembla se dérober sous ses pieds. Charles regarda Margot, et leurs regards se croisèrent, emplis de terreur. Ils n'étaient plus seuls. Les ombres, qui n'étaient jusque-là qu'une présence impalpable, se matérialisèrent à présent devant eux. Des silhouettes éthérées, au visage déformé, flottaient autour d'eux, leur forme presque translucide, et pourtant chargée d'une énergie si dense que l'air semblait irrespirable. Ce que Charles avait lu dans le journal n'était pas un simple avertissement, c'était une sentence. Le manoir, frappé par une malédiction ancestrale, avait décrété que ce serait la fin. Non seulement la fin de Charles, mais aussi celle de tous ceux qui oseraient percer ses secrets. Ce que Charles ignorait et qu'il commençait à comprendre cruellement, c'est que son arrivée au château n'était pas un hasard. Il était la dernière pièce du puzzle, le sacrifice nécessaire à la fermeture du cycle. Margot, tremblante de tous ses membres, prit la main de Charles. Ses doigts étaient glacés et son expression mêlait désespoir et résignation. Elle savait qu'il n'y avait plus de fuite, qu'il n'y avait plus rien à faire. Le manoir avait tranché, le destin était scellé. « Il faut qu'on parte d'ici, Charles. Quoi qu'il arrive, on ne peut plus lutter contre ça. » Mais ces paroles furent brutalement interrompues par un cri provenant d'un des couloirs. C'était un cri étouffé, un mélange de terreur et d'angoisse. Sans réfléchir, Charles courut vers le bruit, Margot à ses côtés, tous deux à bout de souffle. Ils atteignirent le hall principal où la lueur des bougies les éclairait par intermittence. Devant eux, René Dubois gisait sur le sol, les yeux exorbités, la bouche ouverte dans un cri muet. Autour de lui, des ombres dansaient, se mouvant comme des êtres vivants, leur corps s'étirant et se tordant de façon impossible. René était perdu. Lui qui avait cherché l'artefact disparu était devenu une victime de plus de la malédiction du château.
Les ombres l'engloutissaient lentement, absorbant son essence, tandis qu'il assistait, impuissant, à sa propre mort. Charles tenta de courir vers elle, mais une force invisible l'en empêcha. Les ombres l'encerclaient désormais, lui comprimant les poumons et l'empêchant de respirer. Il sentait le poids de leur présence sur sa peau, comme si elle cherchait à lui arracher quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Margot, qui semblait désormais plus spectatrice qu'actrice, ne savait que faire. La révélation du sort de Charles paraissait avoir mué son courage en pure résignation. Elle regarda son amie, et ses yeux, jadis si vifs, étaient maintenant vides, comme si elle avait déjà accepté l'inévitable. « Je ne peux plus lutter, Charles. Peut-être que la seule issue est de l'accepter. » Mais avant qu'elle puisse en dire plus, le sol de pierre sous leurs pieds s'effondra dans un fracas assourdissant, les précipitant dans un gouffre profond. Le choc les étourdit, mais ce qui les attendait en bas était encore plus terrifiant. Les ombres les avaient suivis. Le château, apparemment satisfait des souffrances qu'il avait infligées, allait désormais les consumer entièrement, les plongeant dans un nouveau cycle. Charles et Margot étaient perdus, désespérés, sans issue. Leur destin était scellé, et le manoir s'apprêtait à engloutir 2 âmes de plus pour alimenter son cycle de douleur éternelle. La chute fut plus longue que Charles ne l'avait imaginé. L'impact fut brutal, mais contrairement à ses craintes, il ne ressentit aucune douleur. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouva dans un espace souterrain plongé dans une obscurité épaisse et impénétrable. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisie et de décomposition. La faible lueur des bougies, qui éclairait à peine les contours des murs, semblait lutter contre les ténèbres, en vain. Il se leva en tremblant et regarda autour de lui. Margot était à ses côtés, le regard perdu dans l'immensité de ce qui semblait être d'anciennes grottes creusées dans la roche même du château. Il n'y avait plus d'escalier, plus de porte. Le sol était de terre humide, et l'espace s'étendait à l'infini, de chaque côté et vers le bas. Les ombres qui les avaient suivis avaient disparu. Mais Charles sentait qu'elles étaient toujours là, à les observer, à l'affût. « Qu'est-ce que c'est » murmura Charles, plus pour lui-même que pour Margot. Sans répondre, elle s'avança lentement, comme si elle savait déjà quoi faire, comme si elle avait déjà vécu cette situation. Charles la suivit, le poids du carnet de son grand-oncle entre ses mains, désormais chargé d'une signification bien plus profonde. Il avait lu les passages sur le cycle de la souffrance et la nécessité du sacrifice pour le briser. Mais la réalité de ce qui se déroulait dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Tandis qu'il marchait, Charles remarqua que l'humidité semblait augmenter, comme si la terre elle-même les engloutissait. Chaque pas résonnait étrangement, comme si les murs absorbaient le son, les intégrant au lieu, tout en leur opposant une résistance constante. C'était le sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus vaste, un cycle sans fin de souffrance et de résistance. Et à cet instant précis, Charles comprit. Le château n'était pas qu'un lieu physique, il était la représentation du conflit intérieur qu'il portait en lui. Il regarda Margot, qui semblait plus fragile que jamais, et ressentit une légère envie d'aller la réconforter, mais une force intérieure le retint. Il savait qu'il ne pouvait plus compter sur personne pour survivre là-bas. Le manoir et ses pièges n'étaient pas seulement extérieurs. Ils se nourrissaient des peurs, des failles, des faiblesses de ceux qui s'y trouvaient. Il lui faudrait être fort, non pas pour se sauver lui-même, mais pour affronter ce qu'il représentait à ce moment précis. C'est alors qu'il entendit la voix de Margot brisant le silence. Elle murmura sans se tourner vers lui « Je sais ce que tu penses, Charles. Tu crois pouvoir t'en sortir seul. Mais tu te trompes. Nous sommes tous liés par la malédiction du château. Il ne s'agit pas seulement de notre lignée. Il ne s'agit pas seulement de nos erreurs. Il s'agit de tout ce que nous avons été et de tout ce que nous serons encore. » Elle s'arrêta et le regarda, les yeux désormais vides, mais en même temps emplis d'une compréhension qui semblait hors du temps. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda Charles, la voix tremblante, mais contraint de rester calme. Elle toucha alors le carnet qu'il tenait entre ses mains, celui qu'il portait depuis le début. Margot savait que ce carnet contenait non seulement l'histoire de sa famille, mais aussi la clé pour comprendre ce qu'il devait faire.
Les paroles de son grand-oncle ne décrivaient pas seulement un cycle de souffrance, elles étaient une carte vers quelque chose de bien plus profond et de bien plus dangereux, quelque chose que Charles n'aurait jamais pu imaginer. Tu es ici parce que tu n'as pas d'autre choix. La seule façon de survivre, Charles, de t'échapper, c'est de briser le cycle. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le château t'a choisi parce que, comme tes ancêtres, tu portais en toi les mêmes défauts, les mêmes erreurs. Ces mots résonnèrent en Charles comme un coup de poing dans l'estomac. Il refusait d'y croire. Il refusait d'accepter qu'à cet instant précis, il ait été d'une manière ou d'une autre complice de la malédiction. Le manoir ne faisait que refléter ses propres peurs et faiblesses, créant une immense prison où il se voyait comme un pion inévitable. Il se souvint alors de toutes ses hésitations, des mauvaises décisions, des moments où il avait choisi la facilité. Il se rappela sa vie avant d'arriver au château, une vie sans courage, sans la force d'affronter la vérité. Toute sa vie, il avait été victime de sa propre peur. Et maintenant, au plus profond de lui-même, il serait contraint d'affronter non seulement le château, mais aussi lui-même. « Je dois être plus fort que ça. » Charles parla presque à voix basse, comme si les mots, une fois prononcés, avaient le pouvoir de changer sa réalité. La colère et le désespoir commencèrent à se muer en une détermination silencieuse. « Je vais le casser. » Margot le regarda, et pour la première fois, une lueur d'espoir apparut dans ses yeux. Mais elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle se mit à marcher, plus lentement désormais, comme si elle attendait que Charles prenne les devants. Ils étaient au cœur du château, au centre de son mystère, et Charles savait que le véritable combat n'était pas contre le lieu, mais contre l'homme qu'il avait été jusqu'alors. Le cycle du manoir ne se briserait pas par une simple action extérieure. Il lui faudrait affronter sa propre souffrance, ses propres peurs qui le consumaient, pour enfin se libérer de la malédiction. Il ne cherchait plus seulement à survivre au château de Guise. Il commençait à comprendre qu'il le devait, se libérer. Le voyage que Charles et Margot entreprenaient à l'intérieur du château de Guise ne se limitait plus à une quête de réponse ni à une tentative d'évasion. Désormais, le véritable combat se livrait en eux. Charles commençait à comprendre que le château ne représentait pas seulement la terreur du passé, mais la manifestation de tout ce qu'il avait refoulé en lui-même. Les murs du manoir semblaient désormais plus proches, comme s'ils épiaient chacun de ses mouvements, chacune de ses pensées. Le lieu lui-même paraissait se préparer à l'effondrement final. Mais Charles n'était plus seul dans sa quête. Bien que Margot fût encore visiblement bouleversée, sa présence à ses côtés semblait une preuve supplémentaire qu'il n'était pas complètement perdu. Tous deux étaient désormais au bord de quelque chose de plus grand, quelque chose qui les confronterait à leurs propres limites et les mènerait à un point de non-retour. Tandis qu'ils parcouraient les couloirs obscurs et les caves suffocantes, un étrange pacte tacite s'installa entre eux. Charles n'avait plus besoin de réponse. Il ne cherchait plus à comprendre ce que le château avait fait à ses ancêtres, ni comment les esprits de sa lignée les emprisonnaient encore. Ce qui importait désormais, c'était ce qu'il ferait de sa découverte. C'était le seul moyen de se libérer. Mais avant l'affrontement final, un événement inattendu se produisit. René Dubois, l'historien obsédé par l'artefact perdu, réapparut. Mais il n'était plus l'homme enthousiaste et déterminé que Charles avait rencontré au début. Il était pâle, les yeux exorbités, et semblait être le reflet déformé de lui-même, comme consumé par sa propre obsession. Il s'approcha de Charles et Margot, le visage empreint d'un mélange de désespoir et d'urgence. « Je savais que tu ne pouvais pas t'échapper, Charles. Tu fais partie de ça. Tu es victime de la malédiction. » J'ai essayé de résister, j'ai essayé de comprendre, mais maintenant je vois. Quoi que tu fasses, le cycle ne s'arrêtera jamais. René dit, la voix basse et tremblante, comme s'il parlait à quelqu'un qui n'était plus là. Charles et Margot le fixèrent, perplexes, sans bien comprendre ce qu'il voulait dire. Mais d'une certaine manière, chacun commençait à saisir qu'il n'y avait pas de solution miracle. Le château de Guise ne laisserait personne s'en tirer indemne,
pas même ceux qui, dans leur ignorance, croyaient pouvoir maîtriser leur propre histoire. Ce lieu avait appris à se nourrir des émotions et des erreurs de tous ceux qui y vivaient. D'un geste désespéré, René s'éloigna de Charles, secouant la tête comme pour chasser une vision terrifiante. Il semblait désormais entièrement à la merci de la malédiction du manoir. Mais avant de disparaître dans l'obscurité, il s'arrêta une dernière fois, regardant Charles d'un air résigné. « Tu vas devoir te décider, Charles. Tu vas devoir te décider pour nous tous. » Cette phrase résonna dans l'esprit de Charles, tandis qu'il voyait René disparaître dans l'obscurité, tel un spectre à jamais perdu. Il y avait une vérité amère dans cet avertissement. Ils étaient tous liés, d'une manière ou d'une autre, au destin que le château de Guise leur avait réservé. Mais Charles savait, à cet instant précis, qu'il ne pouvait plus se soustraire à sa responsabilité. Il serait le point de rupture. Il serait l'élément qui déciderait de la fin du cycle, quelle qu'elle soit. Margot, quant à elle, paraissait toujours distante, mais son expression était désormais plus résolue. Elle savait que l'ultime bataille était proche, que le moment d'affronter la vérité était arrivé. Au fond d'elle, elle savait aussi qu'il n'y avait plus de temps pour les explications. Il fallait résoudre la dernière pièce du puzzle, et pour cela, il serait nécessaire que tous s'unissent dans une ultime tentative pour briser le cycle. Leurs actions s'accélérèrent. Les décisions qu'ils avaient prises et les mesures qu'ils avaient prises jusqu'alors les avaient menés à ce point critique, sans possibilité de retour en arrière. Le château semblait baigné dans une tension croissante, ses fondations vibrant d'une énergie obscure. Charles sentait que le lieu attendait l'affrontement, l'ultime tentative de résistance qui, si elle échouait, signifierait la damnation éternelle pour tous. Mais il savait ce qu'il devait faire. Margot, le regard rempli d'une émotion plus profonde, se dirigea vers le centre de la grande salle souterraine où ils étaient arrivés. Charles la suivit, le poids du carnet toujours entre ses mains, qui semblait désormais être leur seul espoir. Ils étaient au cœur du manoir, et c'est là que tout se résoudrait. Il s'arrêta devant un autel de pierre au milieu de la pièce, où d'anciens symboles étaient sculptés dans les murs. Les ombres dansaient dans la faible lueur des bougies encore allumées, comme si elles attendaient le prochain mouvement. C'était maintenant ou jamais. « Sommes-nous prêts à faire ce qui doit être fait ?» dit Margot d'une voix ferme, mais avec une pointe de tension, comme si elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Charles prit une profonde inspiration. L'affrontement final allait commencer. Il ressentait le poids du destin de tous ceux qui avaient pénétré dans ce manoir, de tous ceux qui avaient été consumés par sa malédiction. Mais à présent, il était déterminé à ne pas devenir une victime de plus. Le cycle était sur le point d'être brisé. Charles sentait le poids de l'histoire l'enserrer, comme si les murs du château de Guise se resserraient autour de lui. L'air, lourd et pesant, semblait absorber son énergie, comme si le château lui-même voulait l'engloutir. La pièce souterraine était silencieuse, mais il savait que ce silence n'était que le prélude à la tempête qui allait éclater. Les ombres, qui l'avaient suivi tout au long de son voyage, se mouvaient désormais avec plus d'agressivité, dansant sur les murs avec une intensité croissante. Margot se tenait à ses côtés, le visage grave mais déterminé. Il savait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait plus de solution facile, plus d'échappatoire. L'autel devant eux, couvert de symboles ancestraux et de marques anciennes, était désormais au cœur du conflit. Ils étaient arrivés à ce point sans autre choix, et Charles savait qu'il n'y avait qu'une seule façon de briser le cycle. Le carnet de son grand-oncle à la main, il s'approcha de l'autel, le poids de l'héritage familial l'écrasant à chaque pas. Les pages qu'il avait lues n'étaient pas de 20 mots, c'étaient des instructions, un rituel pour invoquer et affronter la force qui maintenait le château prisonnier du temps et de la souffrance. Mais il ignorait que ce rituel n'était pas une simple invocation. C'était une épreuve de courage, de transformation, un combat contre le passé, mais aussi contre les ténèbres de son propre être. « Sommes-nous prêts ?» demanda Margot, la voix tremblante, mais sans hésitation. Charles ne répondit pas immédiatement.
Au lieu de cela, il la regarda, y retrouvant la même détermination qu'il avait remarquée lorsqu'elle l'avait initié au mystère du château. Ils étaient désormais dans le même bateau, plus unis que jamais, et ils savaient que quoi qu'il arrive, la décision leur appartenait, ni au château, ni aux ombres, ni à la malédiction. Elle leur appartenait. Oui, nous le sommes. Sa voix était ferme, mais elle portait le poids de tout ce qui était en jeu. Il ressentit la vérité de ses paroles comme jamais auparavant. Ils se battaient pour leur vie, pour leur âme, et peut-être même pour quelque chose de plus grand, la chance de mettre fin aux souffrances transmises de génération en génération. Soudain, le sol se mit à trembler. Les bougies s'éteignirent et un vent glacial balaya les lieux. Les ombres s'épaissirent, devinrent plus menaçantes, comme si le château lui-même réagissait au rituel. Charles serra le carnet contre lui, sentant son angoisse s'intensifier, et commença à réciter les mots écrits par son grand-oncle, des mots qui lui paraissaient désormais aussi lointains qu'une langue ancienne et oubliée. Tandis que les mots résonnaient dans la pièce, l'hôtel se mit à briller d'une lumière surnaturelle, et les murs du manoir semblèrent s'étirer, se tordre, comme s'ils se désintégraient au bord de la rupture. Un son profond et guttural, tel le rugissement d'une bête primitive, résonna entre les rochers. Charles eut l'impression que le temps lui-même se distordait, que le passé et le futur se rencontraient, s'entrechoquaient. C'est alors que les ombres se mirent en mouvement, plus rapides et plus implacables, les enveloppant. Charles ressentit une pression écrasante sur sa poitrine, comme si ses propres souvenirs et les erreurs de sa vie lui étaient arrachés. Il revit un instant des bribes de son enfance, de son adolescence, de tous les mauvais choix qui l'avaient conduit à ce point. Mais au milieu de ce tourbillon d'images, quelque chose changea. Il ne plia pas, il ne céda pas. Les ombres ne cherchaient pas seulement à consumer son essence. Elles cherchaient à le plier, à le forcer à accepter qu'il faisait partie de la malédiction, du cycle. Alors, dans un acte de courage et de désespoir, Charles cessa de lutter contre ses démons. Il les affronta. Il accepta la douleur, la culpabilité, les erreurs qu'il avait portées si longtemps. Il laissa entrer les ombres, mais pas passivement. Ce faisant, il ne les laissa pas le consumer. Au contraire, il les transforma, les absorba en lui, non comme une victime, mais comme un agent de changement. Il n'était plus prisonnier du passé. Il se libérait en intégrant ses erreurs, ses failles, à son essence. La lumière de l'autel brillait plus intensément, et soudain les ombres commencèrent à se dissiper, comme aspirées par un tourbillon invisible. Margot le regarda, surprise mais avec une expression de compréhension. Elle voyait ce qu'il avait fait, et en ressentait aussi les conséquences. Les ombres se dissipaient, mais le prix à payer serait élevé. Le cycle se brisait, mais pour cela, il faudrait faire un sacrifice irréparable. Le manoir semblait désormais s'effondrer. Le sol se fissura et les murs commencèrent à s'écrouler. La malédiction était en train d'être brisée, mais le processus était hors de contrôle. Le château de Guise, qui s'était nourri de souffrances pendant si longtemps, se désintégrait. « Maintenant !» Charles a crié à Margot, qui était encore sous le choc. Il lui a tendu la main et elle, comprenant que la fin était proche, l'a prise. Il courait, fuyant la pièce, s'éloignant de l'hôtel, tandis que le manoir s'écroulait autour d'eux. Les murs s'effondraient, le sol tremblait sous leurs pieds, le château tombait en ruine, mais dans sa destruction, quelque chose de grandiose se produisait. Le cycle de la souffrance était enfin brisé, le pouvoir du château s'était inversé. Charles et Margot avaient gagné, mais au prix de tout ce qu'ils connaissaient. Arrivé à la porte de sortie, Charles contempla le manoir qui semblait désormais se fondre dans l'obscurité de la nuit. Il savait qu'il ne pourrait pas revenir. Le château de Guise n'existait plus, mais quelque chose en lui, quelque chose de plus profond et de plus libérateur, avait changé. Le silence qui s'abattit sur le château de Guise était profond et absolu. La demeure, qui avait été l'épicentre de tant de souffrances, n'était plus qu'une ruine, l'ombre de ce qu'elle avait été. Le vent glacial et mordant de la nuit soufflait entre les pierres brisées, emportant avec lui les échos d'un passé désormais lointain, comme s'il n'avait jamais existé.
Charles et Margot restèrent là, à contempler l'emplacement de l'ancien manoir, comme si leur regard fixe pouvait matérialiser la réalité, comme si, en observant le vide, ils pouvaient enfin croire que le cauchemar était terminé. Mais la vérité était plus complexe. La destruction du château ne signifiait pas que les cicatrices qu'il avait laissées disparaîtraient. Ce qu'ils y avaient vécu les marquerait à jamais. Charles ressentait le poids de ses choix, mais, à présent, pour la première fois, un léger soulagement l'envahissait. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il ne serait plus l'esclave de ses échecs, ni des erreurs de ses ancêtres. Il avait brisé le cycle, il s'était libéré. Margot se tenait à ses côtés, silencieuse. Elle aussi ressentait le poids de tout cela. Mais son expression avait changé. Elle était plus légère. Elle regarda Charles, le regard encore un peu absent, mais avec une lueur nouvelle, comme un espoir. Ils avaient surmonté l'impossible, mais que leur réservait l'avenir? « Je ne sais pas quoi faire maintenant », dit Margot d'une voix douce, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Je ne sais pas comment aller de l'avant. » Charles la regarda longuement, puis, avec une facilité inattendue, répondit « Le premier pas est peut-être tout simplement de marcher. De laisser le passé derrière soi et de commencer quelque chose de nouveau. Peu importe où nous allons, l'important est d'y aller. » Elle hocha la tête, le regard désormais plus déterminé. Ils n'avaient pas besoin de réponse immédiate. L'important était qu'à présent, ils étaient libres de choisir leur propre voie. Le château de Guise, avec ses secrets et ses malédictions, ne les contrôlait plus. Ils avaient affronté le pire et en étaient sortis victorieux. Le véritable combat consistait désormais à reconstruire leur propre vie. L'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel d'orange et d'or. Les premiers rayons du jour illuminaient les vestiges du château. La destruction était totale, mais la lumière du jour nouveau portait en elle la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ce n'était pas la fin, mais le commencement de quelque chose qui, bien qu'incertain, était désormais riche de promesses. Charles et Margot s'éloignèrent des ruines du manoir, côte à côte, sans savoir précisément où ils allaient. Mais, pour la première fois depuis leur arrivée au château, ils étaient ensemble, libérés des chaînes qui les avaient si longtemps entravés. L'avenir était un mystère, mais au moins, à présent, ils avaient le pouvoir de le vivre. Le château de Guise avait disparu, mais les cicatrices qu'il a laissées derrière lui ne les définiraient pas. Ils avaient brisé le cycle, et grâce à cela, ils allaient renaître. Des années s'étaient écoulées depuis la destruction du château de Guise. Charles et Margot avaient pris des chemins différents, mais leur vie restait indissolublement liée par cette expérience partagée. Charles, devenu un écrivain renommé, publia un livre sur son séjour au château sans jamais en dévoiler tous les détails. Il savait que certaines histoires valaient mieux rester secrètes. Margot, quant à elle, se consacra aux causes sociales, aidant les autres à sortir du cycle de la douleur et de la souffrance. Pourtant, lors des nuits calmes, elle ressentait encore la présence du manoir, comme si le passé ne l'avait jamais vraiment quitté. Le cycle était brisé, mais le poids de l'histoire ne serait jamais oublié. Maintenant que vous avez suivi le parcours de Charles et Margot, que pensez-vous du pouvoir de nos propres peurs et erreurs? L'histoire du château de Guise nous rappelle combien le passé peut nous freiner, mais aussi que la véritable liberté ne s'acquiert qu'en affrontant nos parts d'ombre. Si ce récit vous a touché, partagez vos réflexions et n'oubliez pas de le partager avec ceux qui, comme vous, se sentent perdus dans l'ombre ou qui cherchent leur propre lumière. Le cycle est brisé, mais le chemin de la découverte de soi est un voyage sans fin.